Les parties les plus difficiles avec le syndrome de Guillain-Barré, c'est d'apprendre à être un humain en version 2.0. Au sens où, oui, on revient, on revient physiquement, tout ça, mais on n'est pas la même personne à 100% qu'on était avant. Moi, je pense qu'on est une version améliorée, en fait. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment de partir puis de laisser certains aspects qu'on faisait avant, où on a souvent des manies ou des tics à l'intérieur de notre vie. Puis le Guillain-Barré m'a obligée à revoir certains trucs, de la façon que je travaillais, de la façon que je gérais mes journées. Donc, c'est plus ça. Quand la maladie est apparue, en fait, moi, j'ai fait une gastro. Je me suis remis de la gastro, puis après ça, il y a des symptômes qui sont apparus. Les premiers étaient une inflation au niveau nerveux dans le bras gauche. Par contre, dû à mon métier, j'avais plus l'impression que c'était une tendinite ou un tunnel carpien. Cette douleur-là s'est déplacée dans une jambe, donc dans ma cuisse droite. Et le lendemain, ça a duré pendant une journée. Et le lendemain, en fait, mes pieds ont commencé à engourdir. Puis mes pieds engourdissaient, cette douleur-là était toujours présente. Et sur la fin de la deuxième journée, quand je mangeais, tout ce que je mangeais était salé. Tout goûtait salé. Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, là. Donc ça, c'est la première fois que je me suis présentée à l'urgence. Ils ont fait des tests urinaires et sanguins. J'ai su par la suite que ce médecin-là croyait peut-être que j'avais quelque chose comme une mononucléose et tout ça. Donc, c'est ça qu'il cherchait. Il n'a rien trouvé. Donc, on me renvoyait à la maison avec des anti-inflammatoires, relaxants musculaires. Mais par contre, les symptômes ont continué à empirer. Donc, j'avais plus de difficultés à marcher. L'engourdissement est en train de monter au niveau de mes jambes. Puis c'est ça, j'avais beaucoup de difficultés à marcher. J'avais beaucoup de difficultés aussi à uriner. Donc, je suis retournée une deuxième fois. On me passait encore un paquet de tests. On a refait des prises de sang. À ce moment-là, on va me prescrire de la morphine. Donc, si on me prescrit de la morphine, je devais prendre la morphine aux 4 heures au besoin. La réalité, c'est que je prenais la morphine aux 2 heures sans arrêt parce que la douleur était trop intense. À partir de ce moment-là, donc là, les jambes étaient vraiment en train d'arrêter de fonctionner. Je suis rentrée une 3e fois à l'urgence en ambulance. Et là, le médecin qui m'a vue à ce moment-là a juste diagnostiqué un hernie discale que j'en avais déjà fait un au début de ma vingtaine. Puis j'étais comme, non, c'est pas un hernie discale. Donc à ce moment-là, puis il m'avait dit, si tu veux plus de soins, il faudrait voir avec ton médecin de famille. Donc, j'ai décidé d'aller voir. J'étais chanceuse, j'en avais un à ce moment-là, donc j'étais allée voir mon médecin de famille. Et le temps que j'arrive là, bien là, mon visage avait paralysé. Puis à ce moment-là, on a prévenu l'hôpital le plus proche, la neuro qui était de garde. Et quand je suis arrivée, là, on me prend en charge. Donc, tout ce qui est ponction lombaire, j'ai fait des scans, j'ai fait les résonances magnétiques, les tests au niveau des nerfs. Là, ils m'ont tout passé, la batterie de tests. J'étais arrivée là à 3 heures, puis à 11 heures, j'étais admise aux soins intensifs. J'ai passé 17 jours aux soins intensifs. Ensuite, on m'a transférée au niveau réadaptation à l'interne, au niveau directement de l'hôpital, à peu près une 60aine de jours. On m'avait proposé d'avoir une réadaptation au niveau du travail que j'ai accepté. Donc, en tout et partout, cette réadaptation-là va durer presque... Puis elle va me suivre aussi à un certain moment à l'intérieur de mon emploi dans les premiers mois. Donc, on va parler d'à peu près 20-24 mois en réadaptation. Donc, et j'ai eu tout eu parce que là, avec le visage paralysé, donc il y a eu de l'orthophonie. J'ai eu de la physiothérapie, j'ai eu de l'inhalothérapie au niveau pour renforcer les poumons et tout ça. La physiothérapie, on le sait, là, les jambes vont paralyser, les mains vont paralyser, ergo, pour tout ce qui est dextérité fine, tout ça. J'ai eu des suivis aussi avec une psy. J'ai aussi eu des suivis en sexologie, parce que ça, on le dit pas souvent, mais ça vient jouer sur cet aspect-là de notre vie aussi. Donc, j'ai vraiment eu du suivi très large, là.
oui. Au niveau des symptômes résiduels, j'ai des engourdissements dans les pieds, dans les mains, j'ai des décharges électriques, moi, au niveau des bras. C'est des douleurs, par contre, qu'on finit par mettre en deuxième plan pour être capable de fonctionner. Les gens avec des maladies chroniques comprennent ça très bien, là, mais c'est qu'à un moment donné, notre cerveau en fait un peu abstraction pour réussir à fonctionner dans notre journée. J'ai aussi, en résiduel, j'ai les fatigues neuropathiques, donc je vais m'épuiser plus rapidement que la moyenne des gens. Donc, c'est toute une gestion d'énergie, de la façon que tu vas moduler ta journée, tes déplacements, ta façon de travailler pour ne pas tomber dans de l'épuisement, là. Au niveau du travail, on a été obligé de revoir certains trucs. Donc, comment je travaille? Je travaille premièrement sur un ordinateur, donc assis. Donc, d'avoir un bureau que je peux lever et descendre pour éviter les fatigues, éviter les engourdissements, tout ça. J'ai changé aussi l'éclairage beaucoup au niveau de mon bureau parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines lumières qui vont causer plus de fatigue que d'autres. Donc, ça, c'est une grosse gestion. Dans mon cas, je suis dans l'impossibilité de faire une semaine de 40 heures. Ça fonctionne pas. Mon énergie est pas assez grande pour aller chercher ce nombre d'heures-là dans une semaine. Donc, on a diminué les heures. Donc, ça, c'est une chose. Puis, j'étais aussi très, très chanceuse. J'avais un employeur qui était très sympathique, très empathique. Puis même, mon employeur m'avait fait mettre un divan dans mon bureau pour que je puisse prendre des repos au besoin. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui est comme le fun. Quand l'employeur est comme conscient qu'on a cette condition-là et que c'est pas... on n'a pas le choix de dealer avec, on est pris avec, donc de trouver des solutions pour pallier certaines journées qui vont moins bien, là. Tu sais, quand tu es gravement malade, il va toujours avoir des types de personnes autour de toi. Que, tu sais, des fois, tu penses que c'est des personnes qui sont proches. Mais, tu sais, les maladies graves vont faire, je veux pas dire le mot ménage, mais ça va faire en sorte que tu réalises à quel point les gens autour de toi se soucient de toi. Puis, en même temps, tu sais, où toi, tu dois donner ton attention aux gens qui sont vraiment là pour toi, là. Puis qui sont prêts à te supporter, tu sais, dans le meilleur comme dans le pire, là. Fait que, surtout dans le pire, des fois, là. Fait que c'est ça. Fait que ça démontre les relations puis les liens qui peuvent se créer avec les gens autour de toi, là, d'avoir des maladies qui sont aussi intenses. Comme ma mère aurait dit, c'est quand t'es gravement malade, tu sais c'est qui les vrais. Je vais paraître un peu fleur bleue, là, ou cheesy, là. Mais pour vrai, tu sais, moi, ça m'a confirmé que, tu sais, mon conjoint était la bonne personne dans ma vie parce qu'il a passé à travers ça, là, de façon, tu sais, grandiose avec moi. Puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est le cheerleader en chef, là. C'est le premier qui, si ça va pas bien, il va être « Non, mais tu es capable, on va y aller, on va le faire. » tu sais. Donc, je pense que ça, c'est une des choses, ça m'a amené là, vraiment le lien comme encore plus fort qui s'est créé entre lui et moi, là. Au niveau de la fondation, moi, je l'ai découvert sur le tard, au sens où, durant ma maladie, j'ai fait réadaptation à l'interne. J'ai fait réadaptation en externe, non ambulatoire, et j'ai fait aussi une réadaptation au travail. Et c'est pendant la réadaptation au travail que j'ai découvert la fondation. Pourquoi, tu sais, je me suis impliquée dedans, c'est que je trouvais que c'est important d'avoir ces gens-là, d'avoir ce support moral-là de quelqu'un qui l'a déjà vécu, qui comprend, parce que t'as beau dire à ton conjoint, à ta famille, à un membre de ta famille ou à un ami qu'est-ce que tu es en train de vivre, il peut être empathique, mais il comprend pas nécessairement comme quelqu'un qui l'a déjà vécu. Fait que moi, c'est ça qu'à l'intérieur de la Fondation, je suis allée chercher. Et c'est ça aussi que je veux donner à l'intérieur de la Fondation, de dire, regarde, moi aussi, ça m'est arrivé, je comprends ce que tu vis. Oui, tu vas passer par telle étape, tu vas vivre de la déception, tu vas vivre de la frustration, tu vas avoir des beaux moments où tu vas atteindre des buts incroyables, mais c'est d'avoir ce support moral-là que je trouvais comme super important. Le conseil que je donnerais, c'est de prendre comme ça vient, de toujours travailler, de toujours se mettre des petits, même si c'est des mini-objectifs, juste des petites choses qu'on est capable et de ne pas pousser trop loin le bouchon non plus. Donc, si c'est des petites bouchées qu'il faut prendre pour revenir, on prend les petites bouchées. Si on est capable d'en prendre des plus grandes, on en prend des plus grandes. C'est pas essayer de revenir à comme tu étais avant le syndrome, mais vraiment de se voir comme une nouvelle version de soi-même améliorée.
Donc, d'aller chercher ça plutôt que d'essayer de faire comme «Ah, mais avant», tu sais. C'est vraiment, je pense, ça que je donnerais comme conseil. Puis j'aime aussi beaucoup lentement et sûrement, là. C'est une maladie qu'il faut prendre son temps dedans, donc de prendre son temps, mais d'y aller toujours un petit peu comme la tortue et le lièvre, dans le fond, pour gagner la course.